Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à notre troisième webinaire de l'édition spéciale du CRI Pandémie, notre séminaire annuel Convergence Recherche Intervention organisé conjointement par le RISC, l'IUD, l'équipe Hermès et l'ACCID. Donc, avant de commencer le webinaire aujourd'hui, voici quelques précisions concernant son déroulement. Donc, le webinaire va être fait en deux temps. Donc, il débute d'abord par une conférence magistrale d'une durée de 30 minutes qui sera suivie d'une période de questions de 15 à 30 minutes. Donc, je voudrais remercier les 38 participants qui se sont joints à nous aujourd'hui. Donc, vous êtes dans la plateforme Zoom, mais via un type qui s'appelle webinaire. Alors, votre micro et votre caméra sont automatiquement désactivés, ce qui nous permet en fait d'accueillir davantage de participants puis d'assurer une bonne qualité du son pour tous. Je vous invite cependant à interagir avec nos conférenciers de deux façons, soit en indiquant vos questions via la fenêtre clavardage du chat qui est située vraiment au bas de votre fenêtre Zoom, ou alors en commentant puis en posant vos questions de vive voix. Donc, à la fin du webinaire, je vais vous inviter à lever votre main pour que je puisse vous accorder en fait le droit de parole pour pouvoir poser vos questions directement. Donc, vous pouvez également me contacter personnellement via le chat si vous éprouvez des difficultés ou si jamais vous avez des demandes particulières. Puis, si jamais votre plateforme Zoom coupe, vous pouvez simplement cliquer à nouveau sur le lien de connexion pour joindre à nouveau à nous. Donc, finalement, veuillez prendre note que la conférence est enregistrée, puis elle sera en fait disponible pour rediffusion sur notre site Web, de même que la présentation PowerPoint qui viendra sous peu également sur notre site Web. Donc, ceci dit, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Georges Barret-Saranda, qui est professeur à l'UQAM, sur son webinaire qui s'appelle en fait « La mise en place d'un modèle de services de consommation d'alcool, défis et perspectives ». Donc, je souhaite un bon webinaire à tous et à toutes, puis je souhaite maintenant la parole à Georges. Merci beaucoup, Émilie. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de votre présence virtuelle à ces webinaires en temps de pandémie. Je connais certains et certaines d'entre vous. J'ai vu en fait la liste des participants, donc très heureux de vous voir virtuellement. Donc aujourd'hui, je vais parler de la mise en place du modèle du service de consommation d'alcool supervisé ou pour les centimes, les services WET. Donc, on va parler de défis et perspectives de l'implantation du modèle montréalais, mais aussi des défis de l'évaluation de ce type de dispositif. Donc, pour le plan de la présentation, on va tout d'abord faire un survol des concepts clés concernant qu'est-ce que c'est que les services WET et comment ils se divisent, quelles sont leurs caractéristiques. On va ensuite voir aussi quelles sont les démarches qu'on a entreprises pour arriver à identifier le bon modèle qui corresponde aux besoins et aux réalités des personnes en situation d'itinérance de Montréal qui consomment de l'alcool. On va ensuite parler des défis de l'évaluation autant de l'implantation d'un tel service comme l'évaluation des effets de ces services sur les personnes qui consomment de l'alcool. Et enfin, on aura bien sûr une période d'échange avec vous. Donc, pour les quelques notions clés, je suis sûr que plusieurs d'entre vous connaissez déjà un peu ces quelques notions, mais c'est toujours bien aussi de faire un petit rappel. Donc, pour les personnes en situation d'itinérance, concernant spécifiquement la consommation d'alcool, il y a en fait un continuum des services. On a d'un côté les services dits dry ou les services secs, si on préfère, où la consommation d'alcool est interdite et où l'admission des personnes intoxiquées n'est pas autorisée. Donc, ce sont vraiment des services où on ne permet pas que les personnes arrivent intoxiquées à l'alcool et on ne permet pas la consommation à l'intérieur. Il y a dans le grand carré bleu que vous voyez dans vos écrans, donc les services qui permettent en quelque sorte de différentes façons la consommation d'alcool. Il y a d'un côté les services qu'on appelle les services damp ou services humides si vous préférez, où la consommation d'alcool sur place n'est pas autorisée, mais où on permet que les gens arrivent intoxiqués à l'alcool ou parfois, dépendamment des conditions climatiques, que les personnes consomment de l'alcool à l'extérieur de murs des services. On peut penser par exemple à des services de dégrisement, par exemple, où on permet bien sûr que les gens arrivent intoxiqués, mais on ne permet pas que les gens consomment sur place. On peut
parfois tolérer qu'il y ait certaines consommations, donc à l'extérieur de murs des services. Et on a le grand chapeau des services wet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des services wet? Ce sont différents types de modalités où la consommation d'alcool est permise, est autorisée, soit que les gens apportent leur propre boisson et consomment de la façon dont ils veulent consommer leur alcool dans les services, soit qu'il y a une certaine gestion de leur consommation d'alcool. Par exemple, il peut y avoir des intervenants qui vont gérer les bouteilles d'alcool que les personnes vont amener elles-mêmes et qui vont leur distribuer à différents moments de la journée, mais qui vont en quelque sorte aussi faire des interventions pour essayer de contrôler en quelque sorte la consommation d'alcool. Et à l'autre extrême du continuum, il y a ce qu'on appelle les MAP, ou pour Managed Alcohol Program, ou programme de gestion de la consommation d'alcool, où la consommation est beaucoup plus encadrée, c'est-à-dire qu'il y a donc des personnes qui évaluent la quantité d'alcool qu'une personne peut ou doit consommer pour être confortable. Et donc, la distribution d'alcool s'est faite à des intervalles de temps réguliers avec des doses déjà préétablies, donc suite à une évaluation de la personne. Donc, sachant qu'il y avait ces modèles, donc il fallait pour Montréal savoir quel était le modèle qui convenait le mieux. Et donc, on a fait une étude de faisabilité pour identifier quel serait le meilleur modèle pour Montréal. Et on a fait cette étude en plusieurs étapes. Il y a d'abord eu l'étape de l'état de connaissance dans laquelle on a mené une revue systématique de la littérature. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'on a posé 2 questions à la littérature. C'est-à-dire, la première question était à savoir quelles étaient les modalités des services web qui existaient dans le monde. Et la deuxième question était quels étaient les effets de ces services sur les personnes qui les fréquentaient. Et donc, on a consulté des grandes banques de données de la littérature scientifique, mais aussi des rapports gouvernementaux, des rapports non gouvernementaux, pour arriver en fait à la conclusion qu'effectivement, il y avait plusieurs modalités que vous avez vues dans la diapositive précédente et que les effets variaient bien sûr en fonction des différents modalités de ces services. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que ce sont surtout les services qui ont un programme de gestion de la consommation d'alcool qui avaient des effets qui avaient montré une durée des changements un peu plus à long terme. En revanche, il faut quand même tenir compte que bien sûr, ce sont ce type de services-là qui ont été l'objet de plusieurs évaluations et qui donc qui ont été plus visibles dans la littérature scientifique. Donc, il y a quand même quelques bémols, bien sûr. Ce qu'on voit, ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette revue de la littérature, c'est qu'effectivement, ce sont des services qui ont un potentiel important d'avoir des effets sur les personnes qui utilisent ces services, mais pour lesquels on doit quand même faire des évaluations un peu plus à long terme. Et surtout aussi avec les bons indicateurs qui correspondent vraiment aux besoins des personnes. On a donc fait l'étude de faisabilité. Il faut dire aussi que la plupart des centres, autant qui comportent un programme de gestion de la consommation d'alcool, comme les services web tout simplement, se retrouvent soit au Canada anglais, soit dans des pays anglo-saxons, dont le Royaume-Uni. Il y a une expertise très particulière qui a été développée donc, dans ces endroits pour donc, la mise en place et l'évaluation de ce type de dispositifs. Et donc, on a mené des entretiens avec les personnes qui avaient été impliquées dans le développement de ce type d'intervention pour voir les points positifs, les points négatifs, mais aussi qu'est-ce qu'on pouvait tirer comme élément important pour l'implantation à Montréal. On a bien sûr aussi rencontré ici en groupe de discussion 20 intervenants et gestionnaires qui travaillent auprès des personnes en situation d'itinérance pour connaître leurs besoins, pour connaître aussi leur point de vue concernant l'implantation d'un tel service. Et on a rencontré 46 personnes qui pouvaient être potentiellement des utilisateurs d'un service web, pour connaître aussi leurs besoins, mais pour connaître aussi qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils fréquenteraient un tel type de service ou pas. Bien sûr, ces travaux-là ont été accompagnés par 2 comités, parce que la démarche entreprise, c'était une des démarches très participatives, donc 2 comités qui nous ont accompagnés tout au long du processus des recherches pour nous aider à
mieux comprendre les informations qui provenaient des centres-vues, mais aussi pour traduire ces informations concrètement dans des pratiques qu'on pouvait mettre en place dans le futur service des consommations d'alcool à Montréal. Et bien sûr, on a fait aussi une consultation juridique avec le contentieux du centre-sud de l'île de Montréal pour connaître en fait s'il y avait des enjeux légaux ou réglementaires concernant l'implantation d'un tel service. Et on a également consulté les ordres professionnels parce que, bien sûr, à l'intérieur des services web, il y a des personnes qui sont affiliées à des ordres professionnels, que ce soit des travailleurs sociaux, des infirmières ou éventuellement des médecins, et que donc ils doivent aussi faire des pratiques en concordance avec ce que leur ordre professionnel, leur dit. Et donc, ça, c'est les grandes étapes. Et donc, là, je vais vous montrer très rapidement, en fait, les éléments qui sont venus des groupes de discussion avec les intervenants gestionnaires et les données qui proviennent des centres-vues. Et plus tard, dans la présentation, on va se concentrer surtout sur le modèle montréalais, mais aussi sur les enjeux d'évaluation. Donc, mais pour ça, il faut quand même qu'on connaisse un peu qu'est-ce qui était sorti de cette démarche, en fait, pour arriver à identifier le modèle montréalais. Donc, je vous rappelle, 20 intervenants et gestionnaires qui travaillaient dans des centres, dans des organisations pouvant en fait accueillir des personnes en situation d'itinérance. Et donc, tout d'abord, on avait des niveaux de connaissances qui étaient très variés concernant les services de type web. Donc, on était très favorable à l'implantation d'un tel service, mais la connaissance variait beaucoup. Donc, il y avait certaines personnes qui avaient surtout entendu parler, par exemple, des services de gestion de la consommation d'alcool, notamment des reportages qui avaient passé à la télévision sur les services à Ottawa, par exemple. Donc, on avait toujours une image très figée sur certains services des modèles web, mais on souhaitait quand même l'ouverture de plusieurs centres à Montréal qui s'adaptent aux réalités des différents usagers. On voyait les services web de différentes façons, surtout comme une porte d'entrée pour accéder à des services sociaux, à des services de santé, un endroit où on pouvait consommer de façon sécuritaire de l'alcool, donc bien sûr dans une perspective de réduction de méfaits, mais aussi en ayant une préoccupation pour la dignité et la qualité de vie des personnes qui les utilisent. Et on le voyait aussi comme la possibilité d'accéder à un continuum des soins et des services. Donc, parce que plusieurs des personnes qu'on identifiait comme possibles utilisateurs des services web étaient très désaffiliées socialement. Et donc, on voit encore donc, les services web comme un élément qui va faciliter l'entrée, le retour, le contact avec les systèmes sociaux et de santé. Bien sûr, en termes du public cible, on ne voyait pas, il n'y avait pas de consensus. Donc, bien sûr, on a rencontré des intervenants et des gestionnaires qui travaillaient avec différentes populations, par exemple des personnes autochtones, des femmes, des jeunes. Donc, bien sûr, chaque organisation, chaque représentant d'organisation trouvait pertinent qu'il y ait un service web pour des jeunes, pour des femmes, pour des personnes autochtones. Donc, bien sûr, il n'y a pas eu de consensus sur qui était le public cible. En fait, si on veut tirer une conclusion, ce serait que le public cible serait différent et qu'idéalement, il faudrait donc des services web adaptés aux différents profils de la population. Ce qui, dans un premier temps, est un peu utopique, mais on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, un consensus sur le type de personnes. On dit que les services web doivent en fait répondre à des besoins des personnes qui sont désaffiliées, qui sont exclues et qui font souvent l'objet des interventions policières fréquentes, notamment en raison de leur consommation d'alcool, parce qu'elles ont un problème de consommation d'alcool. Et on a identifié également des femmes victimes des violences qui se retrouvent dans la rue et qui ont un problème de consommation d'alcool. On veut que les services web soient mixtes, c'est-à-dire qu'il y ait donc des services pour hommes et femmes également dans le même espace, mais qu'il y ait quand même des espaces réservés aux femmes ou aux personnes de la diversité pour qu'elles soient dans des espaces sécuritaires où il n'y ait pas nécessairement de mixité. Donc, un grand espace mixte avec quand même des espaces réservés pour certaines populations et adaptés à des personnes à mobilité réduite. On voit également que c'est important que ce soit les services ouverts 24 heures où on offre l'hébergement et de la nourriture. On voit la pertinence
l'ouverture de certains centres des jours ou centres des soirs, mais on met en garde quand même concernant le fait que si on ouvre uniquement un centre de jour ou un centre de soir, qu'il y ait quand même un corridor des services qui permettent aux personnes qui utilisent les services web d'aller dans un refuge passer la nuit. D'où l'importance donc d'avoir des centres qui soient ouverts 24 heures idéalement. La gestion de la consommation de l'alcool elle est vue comme une deuxième étape à l'intervention. Donc, on voit tout d'abord un espace où les gens apportent leur propre alcool dans le même style que les restaurants apportaient votre vin. Donc, les gens apportent leur propre consommation dans les services et ensuite, dans une deuxième étape d'intervention, on pourrait donc établir ou mettre en place un programme de gestion de la consommation d'alcool. Également, offrir le transport parce que dans les groupes de discussion, il y avait bien sûr des organisations qui étaient implantées dans différents endroits de la ville. Et donc, c'était important pour ces personnes que le service puisse être accessible, et donc puisse être soit proche des stations de métro, mais également qu'on puisse avoir une navette, par exemple, qui puisse transporter les personnes vers un centre. Parce qu'on se rend compte que dans la réalité, il y aura sans doute uniquement un tout premier centre à Montréal qui sera sans doute situé à quelque part sur l'île de Montréal et donc les personnes qui se retrouvent dans différents quartiers vont devoir se déplacer. Donc, d'où l'importance d'avoir un service de transport et également avoir un continuum de soins. Donc, permettre que les personnes qui utilisent les services web puissent aussi donc accéder à d'autres services, que ce soit des services sociaux ou des services de santé. Il y a un autre élément important, c'est que les services communautaires, le milieu communautaire doit assurer le leadership donc de ce type de services avec l'appui du réseau de la santé. Les utilisateurs potentiels, on a rencontré 46, donc presque la moitié d'hommes et femmes. Il y avait en fait un petit peu plus d'hommes que des femmes. Sur les 46, il y a eu en fait 24 hommes et 22 femmes. Donc, il y avait quand même une bonne... on a eu la préoccupation d'avoir quand même la voix des femmes en situation d'itinérance. Donc, leur préoccupation principale était de ne plus se cacher pour boire. C'est-à-dire que les gens nous disaient, mais là, actuellement, on se cache pour boire, on se cache pour être en mesure de prendre de l'alcool et ne pas tomber en sevrage. On ne veut pas être victime de violences dans les rues, mais on ne veut pas non plus être victime de la répression policière. Donc, si on reprend un peu ce que Sabrina nous dit dans l'extrait, c'est qu'elle boit à tous les jours, parfois dehors, et souvent, en fait, lorsqu'elle va dans les refuges, donc elle n'est pas nécessairement acceptée en raison de sa consommation parce qu'il y a des règles à respecter et une de ces règles-là est donc l'exigence de sobriété à l'entrée. Et donc, boire dehors, dans le métro ou dans un endroit chaud, parfois, la met en danger d'être harcelée par la police ou de devoir se cacher et boire rapidement son alcool pour être en mesure de ne pas tomber en sevrage. D'autres préoccupations, donc de ne pas savoir une porte, un lieu où un sentiment d'appartenance, se faire exclure dans des refuges. Également, d'autres préoccupations qui vivent ces personnes qui nous ont été rapportées, c'est le fait d'avoir différents problèmes psychologiques, que ce soit la dépression, du désespoir, l'isolement, la solitude, la honte, et se sentir désaffilié, exclu. Et donc, justement, le fait de se faire exclure de certains refuges, de certains services pour personnes en situation d'itinérance, accentue ces sentiments de désaffiliation et d'exclusion. Ils souhaitent plusieurs services. Donc, comme les intervenants, ils souhaitent également un lieu mixte, mais inclusif, où on puisse accueillir des couples, des hommes, des femmes, des personnes trans, des personnes accompagnées ou non accompagnées de leurs animaux, des compagnies. On nous soulevait en fait le fait que dans plusieurs centres, on ne peut pas accueillir des couples. Et c'est le cas en fait des personnes qui témoignent. Et donc, vous voyez qu'il y a dans certains refuges où on laisse dehors la personne parce qu'elle avait un conjoint. Donc, et le refuge était uniquement pour hommes ou pour femmes. Donc, la mixité est un élément souhaitable, mais également avoir des espaces sécuritaires comme on l'a mentionné tout à l'heure. Avoir des espaces réservés pour femmes qui en ressentiraient le besoin d'être dans un espace sécuritaire.
Toujours donc dans le domaine des services souhaités par les personnes en situation d'itinérance. Donc bien sûr, un lieu agréable et chaleureux qui ne ressemble pas à un hôpital. Ça, c'était un élément qui revenait souvent. Quelque chose qui ne ressemble pas. Pas des murs verts, pas de quelque chose qui ressemble à un hôpital, pas un endroit qui sent le désinfectant, par exemple. Mais pour certains aussi, un endroit très souple, avec des règles, mais pas trop. Mais pour certains, c'était quand même important d'avoir quelques balises, notamment l'encadrement de la consommation pour éviter que les gens consomment à leur guise, une évaluation préalable par un professionnel de la santé, avoir quelques règlements et aussi offrir des services ou des soins de santé. Les personnes qui ont surtout manifesté ces besoins d'avoir un espace plus contrôlé, c'était surtout des personnes qui avaient des états de santé beaucoup plus précaires et qui étaient dans la rue depuis plus longtemps. Également, donc, des services qui puissent répondre à des besoins de base, sécurité, casier pour ranger leurs effets personnels, avoir une approche par et pour à impliquer les personnes qui utilisent les centres dans les services, mais qu'elles soient aussi rémunérées pour le faire. Elles ne veulent pas non plus être cheap labor dans les services. Donc, avoir aussi bien sûr des loisirs, des divertissements, accéder à des démarches, avoir accès à des ordinateurs, un téléphone, refaire leur carte d'identité, par exemple, être en mesure de s'impliquer et travailler peut-être la journée ou à l'heure, être en mesure de consulter les professionnels de la santé, et bien sûr, avoir toujours l'application des personnes qui, comme dit France, sont passées par là, des personnes qui ont eu l'expérience donc de l'itinérance. Et donc, on a trianguler toute cette information-là pour arriver au modèle montréalais. Pardon, excusez-moi, je m'emporte, quand je parle du modèle montréalais, je m'emporte et j'ai l'enthousiasme parce que c'est vraiment un très beau projet. Et donc, voilà, mes diapositives partent. Voilà. Donc, la première étape pour le service à Montréal, c'est une première étape qui se fait en 2 volets. Un premier volet, c'est un service sans hébergement avec consommation supervisée, mais sans un programme de gestion des consommations d'alcool. Donc, on peut penser à un centre des jours et des soirs qui soit ouvert de façon très, très élargie, idéalement 24 heures, qui offre donc la possibilité à des personnes de consommer sur place, d'amener leur alcool et éventuellement aussi que les intervenants puissent gérer la consommation que les personnes apportent sur place. Bien sûr, les mettre en contact avec les services sociaux, les services de santé et, dans un deuxième volet, dès cette même première étape, d'avoir un hébergement transitoire avec un programme de gestion de la consommation d'alcool pour les personnes qui le souhaitent et un volet aussi d'hébergement sans un programme de consommation d'alcool contrôlé. Parce que, surtout, on a passé rapidement, mais ce que les personnes disaient, c'est que parfois, c'était très réfractaire à se faire contrôler leur consommation d'alcool. Donc, cette possibilité, cette intervention de contrôle de la consommation n'était pas pertinente pour tout le monde. En revanche, la plupart souhaitaient avoir un espace d'hébergement dans lequel elles puissent consommer de l'alcool. Donc, c'est pourquoi, dans ce deuxième volet d'intervention, donc il devrait y avoir un hébergement avec un programme de gestion de la consommation d'alcool et un volet sans gestion de la consommation d'alcool. Ça serait vraiment la première étape du modèle pour Montréal. Donc, dans le court terme, prochainement. Et l'évaluation de cette première étape devrait nous mener vers éventuellement une deuxième étape où il y aurait un hébergement à plus long terme avec et sans programme de gestion de la consommation d'alcool pour que les gens soient en mesure de rester peut-être quelques mois jusqu'au moment où ils pourraient retrouver par exemple un logement ou éventuellement accéder à d'autres services d'hébergement à plus long terme. Donc, dans une troisième étape, on veut qu'il y ait donc des services existants qui s'adaptent aux besoins individuels des personnes qui ont besoin d'un système de gestion de la consommation d'alcool. On peut penser au CHSLD ou on peut penser à d'autres services d'hébergement où on pourrait inclure donc aussi un programme de gestion de la consommation d'alcool sans que ce soit nécessairement une ressource dédiée. Donc, voilà le modèle montréalais. Mais ces modèles, bien sûr, posent quelques défis d'évaluation parce que, bien sûr, on vit
dans un monde qui est vraiment guidé par les preuves, par la science. Donc, il faut quand même que ces modèles montrent qu'il a des effets sur la population qui utilise le service. Il faut donc toutefois éviter de tomber dans une logique managériale de l'évaluation de la performance parce que les critères, bien sûr, qu'on va utiliser pour évaluer ce type de services-là ne répondent pas nécessairement aux critères de performance tels qu'on le définit dans la gestion publique. Donc, il faut fonder l'évaluation plus sur une approche participative d'empowerment, donc pour faciliter donc que cette évaluation soit faite de façon juste et qu'elle reflète ce que les services vont permettre réellement d'obtenir pour les personnes qui vont les utiliser. Pourquoi donc cette approche d'évaluation participative et d'empowerment? Parce qu'elle permet donc de centrer sur les participants. Donc, on va viser l'amélioration d'une condition de vie spécifique. Donc, dans ce cas-ci, on va améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance qui consomment de l'alcool, que ce soit en termes de leur état de santé, que ce soit en termes de leur lien avec la police ou avec la répression ou en lien aussi avec leur consommation d'alcool. Il faut également que les acteurs, donc notamment les personnes qui consomment de l'alcool, se sentent, eux, en contrôle de leurs pratiques et que leurs connaissances dans le domaine soient utilisées pour l'évaluation. Donc, il faut engager les personnes même qui utilisent ces services pour faire l'évaluation, pour identifier notamment des indicateurs qui vont réellement mesurer quel impact ces services ont sur eux. Et également, une approche d'évaluation participative et empowerment est importante pour aussi évaluer quels sont les premiers effets de ce type de programme, mais aussi pour utiliser les données qui proviennent de ces premières étapes d'évaluation-là pour, dans un processus itératif, initier des changements qui vont améliorer donc, le service, mais en fonction pas nécessairement de la logique d'indicateurs de performance tel qu'on le conçoit traditionnellement, mais plus en fonction de ce que les personnes qui utilisent le service vont identifier. L'évaluation doit aussi permettre de voir la cohérence entre le modèle proposé, le modèle tel qu'il a été implanté. Donc, on voit notamment toute la perspective de est-ce que ces services rejoignent la population cible? Est-ce qu'elle a rejoint la population qu'on avait ciblée au départ? Sinon, peut-être qu'on a raté notre cible et on doit donc se réorienter pour idéalement trouver les bonnes personnes qui devraient donc utiliser ces services. Est-ce que les modalités, par exemple, des distributions d'alcool ont été implantées telles qu'on l'avait prévu au départ? Est-ce que le partenariat entre le milieu communautaire qui doit gérer les services et le milieu public marche également? Donc, ce sont des éléments aussi qui doivent être évalués dans l'implantation. Et pour évaluer les effets, bien sûr, il faut qu'il y ait des indicateurs qu'on va définir avec la population. Déjà, en fait, on peut avoir 3 grandes catégories, mais peut-être que ce ne seront pas nécessairement les catégories que les personnes elles-mêmes vont identifier. C'est à discuter avec les utilisateurs, mais on voit déjà la sécurité. On a vu dans les extraits d'entrevue que la sécurité était un élément essentiel que les personnes voulaient retrouver dans les services. Également, donc, est-ce que les services de consommation d'alcool supervisés, est-ce qu'ils ont eu un effet sur la consommation d'alcool? Est-ce que les personnes consomment de l'alcool de façon un peu plus allongée dans le temps, moins de binge de consommation d'alcool parce qu'ils ont peur de se faire prendre par la police, par exemple? Ou est-ce que les personnes ont changé? Est-ce qu'ils ont arrêté de consommer, par exemple, du désinfectant par les mains et consomment maintenant de l'alcool qui est propre à la consommation? Également, est-ce qu'il y a plus de liens entre les personnes qui étaient au départ très désaffiliées? Est-ce que maintenant elles sont plus en lien avec les services sociaux et les services de santé? Est-ce que maintenant elles sont en réponse à leurs besoins? Ce sont des effets qui pourraient bien sûr être aussi évalués dans ce type de dispositif. Mais comment on opérationnalise l'évaluation d'empowerment? Par différentes façons qu'on va mettre en place donc, dans ces processus d'évaluation. Tout d'abord, la formation des comités d'évaluation et leur participation équitable au processus d'évaluation. Donc, ces comités qui seront formés par des pairs, par des intervenants, des gestionnaires, mais aussi par des membres de l'équipe de recherche qui participeront tous de façon équitable, au même niveau, au même pied d'égalité,
pour identifier les indicateurs et les moyens pour les mesurer, dans une démarche bien sûr itérative pour, entre autres, renforcer les capacités des personnes qui utilisent les services, mais aussi pour utiliser leur savoir et qu'il y ait un retour des connaissances, de ces savoirs qu'on a partagés et que ces connaissances-là aient un retour dans la communauté. Donc, voici de façon très générale la façon dont on va opérationnaliser ce type de service-là. Et de façon, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les lectures, je vous mets quelques références, bien sûr, qui seront disponibles dans les diapositives qui seront en ligne par la suite. Et ce que je peux vous dire aussi, que donc l'Institut universitaire indépendant, c'est l'équipe de recherche responsable de l'implantation et l'évaluation de ces services. Donc, on va être responsable, nous, du côté évaluatif des services de consommation d'alcool supervisé ou d'accompagnement à la consommation d'alcool. Et il y a un volet clinique qui correspond à l'implantation qui, lui, est sous la responsabilité de la direction santé mentale et dépendance du centre-sud de l'île de Montréal. Et donc, on va travailler en collaboration. Donc, de leur côté, eux vont être responsables de tous les aspects cliniques, les protocoles, par exemple, d'intervention clinique, les dosages d'alcool, etc. Et nous, de notre côté, on va voir tous les aspects évaluatifs, donc l'aspect plus scientifique de l'évaluation, mais bien sûr, on va travailler main dans la main pour cette évaluation. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous laisse donc mon courriel si vous avez besoin de plus d'informations ou quoi que ce soit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges, pour la très bonne présentation. C'est vraiment très apprécié. Donc, je vous invite, comme je disais au début de la présentation, à poser vos questions via l'onglet chat ou clavardise, pardon, qui est disponible en bas de votre Zoom. Puis, on prend aussi les questions via l'onglet lever la main. Je vais accorder la parole. Je suis déjà une personne, ce ne sera pas très long. Puis j'en profite aussi pour vous dire que j'ai mis dans le chat, encore une fois, un petit court formulaire d'évaluation à la fois pour, si vous avez des commentaires pour Georges, mais sur notre concept général là, du CRI pandémie aujourd'hui. Donc, je vais accorder la parole à notre première personne qui a voyons, excusez-moi, je déparle, qui a une question aujourd'hui. Donc, Robert Peterson. Donc, vous devriez être en mesure maintenant d'activer votre micro et votre caméra si vous le souhaitez pour pouvoir poser et commenter vos questions. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, je suis de la direction de santé publique de la NOSER. Merci beaucoup pour votre intéressante présentation. Je me demandais, même s'il n'y a pas les mêmes enjeux concernant le sevrage, est-ce que ça a été abordé soit dans les recherches que vous avez pu faire ou dans le projet là, que vous allez mettre en place à Montréal, la consommation de cannabis? C'est sûr que ce sont des éléments qu'on a discutés et pour le moment, en fait, on n'a pas abordé la question des façons comment la consommation de cannabis va être gérée dans le futur centre à Montréal. En revanche, les quelques discussions qui ont eu lieu tendent plutôt à nous indiquer qu'on va gérer la consommation de cannabis comme on gère la consommation de tabac dans les centres, dans les services sociaux, dans les services de santé. Donc, puisqu'il y a la légalité du produit, on va donc appliquer les mêmes règles que pour le tabac. Mais c'est sûr, ce sont bien sûr des discussions, mais il n'y a rien qui a été encore établi sur cet aspect-là. Les indications semblent vraiment aller vers les mêmes réglementations que dans les autres établissements concernant le tabac et le cannabis. Okay. Est-ce que ça pourrait être abordé de fournir le cannabis éventuellement? C'était pas dans les discussions. Il y a dans les services d'alcool, surtout dans les services où il y a un programme de gestion de la consommation d'alcool, il y a donc le service qui prend en charge la distribution de l'alcool. Donc, c'est le service lui-même qui achète l'alcool, parfois avec une certaine contribution de
des personnes qui utilisent le service, soit au même coût ou à rabais même. Donc, on a abordé cet aspect-là. Donc, les gens étaient plutôt favorables à ce que les gens contribuent d'une certaine manière au payer les frais de l'alcool qui sera distribué. Mais il n'y a pas dans les discussions donc, des éléments concernant le fait de payer la consommation d'autres substances. Merci beaucoup. Merci. Oui. Je vois donc qu'il y a une question dans le chat. J'entends pas Amélie. Oui, excusez-moi. D'abord, je disais qu'il y avait une question de Jacinthe Tremblay. Je vais la lire vu qu'il est adressé seulement à nous deux pour que tout le monde puisse suivre. Donc, elle nous demande qu'arrive-t-il aux personnes qui font usage de drogues concomitants à l'alcool? Sont-ils inclus à ces centres web? Oui, les personnes sont incluses, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas nécessairement d'exclusion pour les personnes qui consomment d'autres types de substances. Il va bien sûr avoir une préoccupation concernant les risques de sevrage à d'autres substances. Dans les centres qu'on a cités, il y a une certaine tolérance à la consommation d'autres substances sur place, bien que les centres de consommation d'alcool s'adressent et permettent uniquement la consommation d'alcool, souvent dans les centres, on va tolérer qu'il y ait une certaine consommation d'autres produits, surtout lorsqu'il y a un danger de sevrage. Par exemple, quelqu'un qui consomme également du GHB ou des opioïdes qui pourraient éventuellement être en sevrage. Donc, dans la plupart des services qu'on a visités, qu'on a consultés, on nous a mentionné que les intervenants toléraient cette consommation pour éviter qu'il y ait des situations de sevrage. Parfait, merci. Pour le moment, je ne vois pas d'autres questions ni d'autres personnes qui veulent intervenir dans le chat. As-tu des petites choses, Georges, des petites précisions que tu aimerais ajouter suite à la conférence en attendant que les gens cogitent un petit peu l'information? Oui, ben en fait, je voulais rappeler en fait le processus parce que vous avez vu, j'ai passé un peu rapidement, je voyais que le temps filait, donc le modèle pour Montréal, donc il répond vraiment à ce qu'on a recueilli comme information auprès d'intervenants, des gestionnaires, des personnes en situation d'itinérance. On a rencontré aussi des organisations qui voulaient avoir rapidement accès à un service de consommation d'alcool supervisé ou d'accompagnement à la consommation d'alcool. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir dans la première étape du modèle, donc un modèle à 2 volets. Le volet donc plus centre de jour et des soirs qui pourrait être implanté beaucoup plus rapidement et le deuxième volet qui est le programme de gestion de la consommation d'alcool qui pourrait être implémenté aussi dans un deuxième temps, mais à l'intérieur donc de la première étape du modèle d'implantation. Parce qu'on voulait quand même répondre aux besoins criants de la communauté d'avoir très rapidement un service. Donc, on ne voulait pas nécessairement que les gens attendent encore. En revanche, on voulait quand même prendre le temps qu'il nous fallait pour voir quels étaient les besoins de la population, mais aussi voir quelles étaient les contraintes au niveau réglementaire auxquelles on pourrait se buter si jamais on ouvrait tout simplement un centre sans faire tout ce processus de consultation. Mm-hmm. Parfait, merci. Puis, j'ai une autre question de Francis Zola qui nous demande quel intervalle de temps prévoyez-vous de la phase 1 à la phase 3 du projet? Oui, donc ça, c'est vraiment la grande question parce que malheureusement, je n'ai pas la réponse pour la phase 1 du projet. Donc, le centre de jour et le service de consommation d'alcool supervisé ou accompagné, c'est dans les 3 prochaines années. Donc, pour la phase 1. Ensuite, les phases 2 et les phases 3 où on voit plus
donc des hébergements à plus long terme et éventuellement la mise en place des services web à l'intérieur de différents centres d'hébergement de longue durée. Je dirais peut-être, je n'ai pas malheureusement une boule de cristal, mais je dirais que ça serait d'ici probablement dans les 10 prochaines années. Mais pour la première phase, c'est maintenant et pour les 3 prochaines années. Donc déjà, si ce n'était pas en fait du contexte actuel de la pandémie, il aurait dû y avoir donc un appel à proposition du ministère de la Santé pour que des organismes qui travaillent avec des populations en situation d'itinérance répondent pour implanter un service web. Malheureusement, la pandémie est arrivée et l'appel à proposition se fera sans doute au courant de l'automne. Mais donc, l'implantation d'un service est imminente et la première phase va se dérouler dans les 3 prochaines années. Parfait, merci. Puis par la suite, on a un commentaire de Lénie Archambault qui te remercie en fait, Georges, pour ta présentation. Puis elle demande, dans le cadre du MAP, est-ce que les personnes doivent consommer leur dose sous supervision? Puis si oui, est-ce qu'il y a des modalités, quel type de supervision? Très bonne question. En fait, ça varie beaucoup d'un centre à l'autre. Mais généralement, les personnes ne doivent pas prendre leur consommation sur place devant l'intervenant. Donc, les personnes peuvent, par exemple, habituellement, il y a dans ces centres-là un endroit où la distribution se fait, un petit comptoir, il y a autour de tables, donc c'est des espaces assez conviviaux. Et donc, les personnes peuvent prendre leur consommation et les boire dans les tables adjacentes ou aller dans d'autres endroits du centre et les prendre. Donc, il n'y a pas nécessairement toujours une observation. Après, il y a donc des doses que les personnes doivent recevoir. Parfois, les personnes demandent plus que les doses auxquelles ils sont les doses qui sont conseillées, mais souvent il y a beaucoup d'ouverture. Donc, il y a beaucoup d'ouverture dans les interventions pour que les personnes en fait puissent voir un peu à leur convenance, même si c'est parfois au-delà des doses qui étaient recommandées. Dans la plupart des services, autant qu'on a vu et qu'on a aussi pour lesquels on a eu des entrevues téléphoniques, ça variait beaucoup, mais la supervision de la consommation en elle-même, elle est rare. C'est plutôt vraiment, la consommation se fait plutôt de façon très souple. Même que dans certains cas, il y a des endroits où on va même réveiller la personne pour lui donner une dose. Dans des cas extrêmes où les personnes doivent, par exemple, ne pas tomber en sevrage parce qu'ils boivent beaucoup. Donc, dans certains cas, c'est souvent aussi en fonction de l'état de santé des personnes. Mais de façon très générale, c'est très souple et il n'y a pas nécessairement de l'observation de la consommation. Mm-hmm. Et peut-être comme petite précision, on demande est-ce qu'ils peuvent quitter leur dose? Oui, en fait, ils peuvent changer leur dose, il y a beaucoup de flexibilité. Il y a aussi des évaluations qui se font parfois de façon périodique. Et donc, on va éventuellement changer les doses. Il peut aussi y avoir ce qu'on appelle des liver breaks, donc des pauses foie, en fait, pour laisser reposer le foie. Le foie, pas le froid, pardon. Je pense au froid en cette période des canicules. Donc, laisser reposer le foie. Et donc, pour aussi éviter que l'alcool endommage l'état de santé ou aggrave l'état de santé de certaines personnes. Donc, oui, c'est assez souple donc, en termes de gestion des doses et de la façon dont les doses peuvent changer. OK, parfait. Puis, est-ce que les personnes peuvent se présenter sur place puis partir avec leur dose qu'ils ont reçue ou ils doivent vraiment rester? Ouais. Habituellement, ils peuvent partir, notamment dans les journées où il fait beau. Par exemple, les gens peuvent partir avec leur consommation. C'est sûr que comme c'est interdit de consommer dans les rues, donc par exemple, s'il y a dans les centres, s'il y a des espaces extérieurs, les gens peuvent consommer dans les espaces extérieurs s'ils le souhaitent. Bien sûr, on va déconseiller les gens de boire dans la rue pour éviter justement qu'ils soient harcelés par la police, comme lorsqu'il n'y avait pas des centres, et pour aussi faciliter le voisinage, l'acceptation de ces centres-là dans le voisinage. Donc, on va surtout
inviter les gens à consommer à l'intérieur de murs ou à l'intérieur des cadres, ou s'il y a des terrasses ou dans les trottoirs proches. Mais il y a aussi une préoccupation importante de la plupart des centres d'être un bon voisin des gens Mhm. qui sont autour.